Chers collègues, la parole est à Madame Cécile Untermaier, au nom du groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, le Grenelle des violences conjugales organisé par le gouvernement le 3 septembre 2019 a été un moyen utile de sensibiliser l'ensemble de la société à cette situation des violences intrafamiliales. Cette proposition de loi dont nous allons débattre fait suite à une loi du 28 décembre 2019, cela a été dit, inscrite dans une journée d'initiative parlementaire du groupe Les Républicains et vient compléter utilement un dispositif en s'attachant aux victimes des violences conjugales. Mes deux propositions de loi qui démontrent le consensus sur ces bancs à 2 mois d'intervalle sur des préoccupations voisines, à 1 mois d'intervalle sur des préoccupations voisines, ne facilitent pas, il faut le reconnaître, la lisibilité du travail du législateur et son appropriation par ceux à qui ce texte est destiné. Rappelons enfin que la France a ratifié la Convention d'Istanbul sur la prévention contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique en 2014. Un groupe d'experts, le Grevio, a rendu son premier rapport fin 2019. Il souligne que les lacunes qui perdurent en France sont en lien avec une société qui peine à inscrire l'égalité des femmes et des hommes dans la réalité. Cette proposition de loi apporte, après la loi Pradié, des avancées sur des notions très complexes qui auraient sans doute mérité, à mon avis, une étude d'impact. Je ferai 4 observations. La première, sur l'autorité parentale, on ne peut qu'être d'accord avec les dispositions prises qui protègent l'enfant. Dans la suite de la loi Pradié, les mesures qui visent à un examen automatique de l'autorité parentale en cas de violence conjugale ne font pas débat, si ce n'est de comprendre ce qui change avec le précédent texte. Il est clair que le juge doit avoir la main pour prendre les mesures adaptées à la situation. En revanche, sur le secret médical, et ça sera ma deuxième observation, les dispositions ne nous paraissent pas pertinentes et très certainement précipitées. La levée du secret médical entraînerait un risque de signalement contre-productif. Si les victimes savent que le médecin informera le procureur contre leur gré, elles n'auront plus confiance en lui et renonceront à prendre rendez-vous, cela a été dit. Nous craignons, en sincérité, que le remède ne soit pire que le mal. L'appréciation du danger immédiat, même si la jurisprudence encadre cette notion, est trop incertaine pour fonder une procédure. Il nous semble opportun, en revanche, d'insister sur l'accompagnement et l'orientation des victimes vers les réseaux d'acteurs et d'associations spécialisées. Je tairai les secrets qui me seront confiés est un impératif déontologique ancien qui entre en cohérence avec la grande loi de 2002 sur le droit des malades face à la toute-puissance médicale d'alors. Enfin, nous savons tous que la notion d'emprise et de péril est dans la loi et permet aux médecins d'agir en conscience. Ma troisième observation porte sur la médiation. Il est admis qu'elle ne constitue pas une procédure adaptée dans le cadre des violences conjugales. Nous avions d'ailleurs déjà proposé d'écarter ce dispositif pour ce motif au moment du projet de loi de justice en 2019. Signalons aussi que l'article 48 de la Convention d'Istanbul interdit les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, dans le cadre des violences faites aux femmes. Nous ne pouvons qu'approuver cette interdiction, même si elle est tardive. Et cette même réflexion doit être logiquement appliquée, à notre sens, à la composition pénale. Cette procédure implique en effet aussi une rencontre entre la victime et l'auteur des faits que nous cherchons à éviter par tout moyen. Toujours, la Convention d'Istanbul, dans son article 56, dispose que les États doivent veiller à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d'infractions à l'intérieur des tribunaux, mais aussi dans des locaux des services répressifs, doivent être évités. Soyons donc cohérents et examinons la composition pénale au regard des violences conjugales. Sur l'aide juridictionnelle, enfin, la proposition de loi me semble peu ambitieuse. Le rapport de mes collègues Gosselin et Mouchou préconisait que cette aide soit accordée de droit, sans condition de ressources, pour les victimes de violences conjugales dès le dépôt de plainte. Le texte renvoie en réalité à un décret qui fixera la liste des procédures où l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle serait automatique. Mais nous ne pouvons qu'être déçus sur ce point du renvoi au réglementaire d'une liste qui pourra être modifiée à souhait. Le législateur a perdu la main sur ce point. En conclusion, avec le respect sincère que je porte au travail de la rapporteure, je précise que 2 PPL ne font pas une loi cadre. Et enfin que l'application concrète de ces mesures, comme celles prises dans le cadre de la loi Pradié, nécessite des moyens financiers.
Je salue l'initiative dernière du ministre de l'Intérieur prévoyant le financement des intervenants sociaux en gendarmerie et en commissariat, mais ce dispositif trop aléatoire sur le territoire en ce moment devrait être mis en place au plus tôt avant 2021. C'est maintenant que les acteurs sont entièrement mobilisés pour gagner dans cette lutte engagée contre les violences conjugales et les violences faites aux femmes. Et un travail avec les départements devrait nous obliger dans cette voie. Je vous remercie. Merci, chers collègues.